Bonsoir, donc je vais vous parler de crypto-monnaie et en particulier du Bitcoin et puis de ce qui est venu depuis. Donc j'ai parlé de crypto-monnaie, j'ai parlé un petit peu de blockchain puisque les crypto-monnaies, pour l'essentiel, sont basées sur des blockchains et je vais expliquer ce que c'est qu'une blockchain. Alors, tout commence le 31 octobre 2008 où un certain Satoshi Nakamoto dépose un papier qui décrit un protocole pour émettre une sorte d'argent liquide numérique qu'il appelle le Bitcoin. Donc vous avez le titre anglais du papier qu'il a déposé. Donc ce protocole est décrit. Et puis, quand on dépose un protocole pour une application informatique, il faut le temps pour développer l'application, pour écrire les programmes. En l'occurrence, comme ça va être un réseau d'ordinateurs, on va développer le client du réseau. Ce qu'on appelle le client du réseau, c'est le programme qui va faire marcher un ordinateur du réseau. Et le réseau est mis en marche le 3 janvier 2009. Donc il y a maintenant 11 ans, un peu plus de 11 ans, le réseau est mis en marche et donc le réseau de Bitcoin fonctionne. Je vais expliquer ce que ça signifie un petit peu plus loin. Euh, une question se pose quand même, je vais tout de suite l'évoquer, c'est qui est Satoshi Nakamoto? A priori, on pourrait imaginer que c'est un japonais avec un prénom et un nom comme ça. En fait, on ne sait pas. Vraisemblablement, c'est plutôt une équipe d'informaticiens spécialisés dans les monnaies numériques américaines. Donc on a des idées sur les gens qui pourraient faire, qui pourraient faire partie de cette équipe, donc plusieurs personnes. Mais quand on leur demande, ils disent non. Donc on ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne sait pas, 11 ans après, on ne sait toujours pas qui a écrit ce papier et qui a contribué à développer le premier programme qui a fait fonctionner le réseau. Aujourd'hui, il y a d'autres gens qui continuent à faire les mises à jour des clients du réseau, donc des programmes. Satoshi Nakamoto, je pense, n'intervient plus directement dessus, mais voilà, il y a un mystère, ce qui est un peu ennuyeux quand même. Enfin, alors, je disais, les crypto-monnaies sont basées sur l'idée de blockchain. Alors, en français, le mot qui conviendrait le mieux, ça serait chaîne de pages ou chaîne de blocs, mais je vais utiliser le mot qui provient de l'anglais, qui finalement désigne quelque chose de plus précis. On m'a fait le reproche d'utiliser ce mot-là, mais je continue à l'utiliser. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Une blockchain, c'est un fichier qui est ouvert à tous et qui a la propriété d'être ineffaçable. Alors, on peut imaginer, si on était dans un monde sans informatique, ce que pourrait être une blockchain dans un monde sans informatique, ben, ça pourrait par exemple être une sorte de grand livre qui serait déposé sous l'obélisque, gardé par des policiers ou des militaires, et qui fonctionnerait de la manière suivante. Tout le monde pourrait aller écrire dessus, sur les pages blanches qui resteraient de ce grand livre qui serait déposé sous l'obélisque. Et quand on a besoin de compléter, parce que toutes les pages sont remplies, on rajoute des pages nouvelles qu'on met derrière, et tout ce qui est écrit dessus y reste et ne peut jamais être effacé. Donc l'idée de chaîne de pages, on la comprend bien, ce serait des pages qui seraient mises les unes derrière les autres, sans qu'on puisse en enlever aucune, et qu'on complète par de nouvelles pages. Tout le monde peut écrire dessus, sur les nouvelles pages. Tout le monde peut lire tout ce qui a été écrit. Donc c'est ouvert en lecture à tout le monde, c'est ouvert en écriture à tout le monde, mais on ne peut jamais revenir en arrière. Donc voilà, chaque page est datée, elles sont liées les unes aux autres en une chaîne indestructible. Alors, évidemment, dans notre univers, ça ne se passe pas comme ça. On n'a pas déposé un livre de feuilles blanches au pied de l'obélisque. Ça va être un fichier informatique. Et ce fichier informatique, il va fonctionner de la même façon. On va ajouter des pages les unes après les autres. Et pour le rendre indestructible, parce que les policiers que j'ai évoqués, là, ou les militaires, on va utiliser une autre méthode. On va déposer une copie de ce fichier dans chaque ordinateur d'un réseau d'ordinateurs qui vont se coordonner pour maintenir la même copie exactement du fichier à chaque instant. Et une blockchain, c'est ça. C'est un fichier, on va dire un registre, puisqu'en fait on ne peut pas l'effacer, on emploie plutôt le mot de registre, qui va être déposé dans chaque ordinateur d'un réseau,
qui vont fonctionner de telle manière à ce que chaque ordinateur du réseau garde la même copie du fichier en question. Donc ils vont partager une information commune et chacun pourra écrire sur les nouvelles pages qui vont être rajoutées périodiquement. Alors dans le cas du Bitcoin, toutes les 10 minutes à peu près, on rajoute une nouvelle page sur lesquelles on écrit un certain nombre de choses qui, dans le cas du Bitcoin, sont des transactions. Dans le cas d'autres blockchains, ça pourra être d'autres types d'informations que des transactions correspondant à des variations de contenu des divers comptes du Bitcoin, par exemple. Alors, c'est un moyen pour partager et s'accorder sur des informations. C'est ça l'idée. Si tout le monde est d'accord sur ce qui a été écrit, si on ne peut pas effacer, il y a une sorte d'accord, c'est une sorte un petit peu comme quand on signe un contrat. Quand on signe un contrat, ben, on se met d'accord sur un papier qu'on signe à plusieurs, et cet accord, ce papier signé permet un certain consensus, permet de trouver un certain accord, et permet aux gens ensuite, éventuellement, d'évoquer ce papier pour passer devant les tribunaux ou d'autres choses. Donc partager et s'accorder sur des informations. Donc, dans le cas des blockchains, il n'y a pas de tiers de confiance parce que le réseau, je vais l'expliquer tout de suite, il fonctionne en réseau pair à pair, c'est-à-dire il n'y a pas d'autorité centrale sur le réseau. Chaque nœud du réseau a un rôle équivalent aux autres. Et il y a un moyen d'établir un consensus pour que chacun garde la même copie de la blockchain. Et la sécurité est donc assurée, d'une part par des moyens cryptographiques, je vais les évoquer un petit peu, et puis simplement par la redondance de l'information. L'information, elle est recopiée en chaque nœud du réseau, donc elle est en plusieurs exemplaires. Si l'un des nœuds disparaît parce qu'il ne veut plus jouer à ce jeu-là, ou s'il a une panne, ou s'il y a un incendie dans l'endroit où est stocké l'ordinateur qui détient ce nœud du réseau, ça ne fait rien, les autres nœuds vont continuer à fonctionner, et puisqu'ils ont la même copie de la blockchain va être préservée. Donc la redondance de l'information, la redondance des calculs aussi, puisque quand on va rajouter des informations dans la blockchain, il y aura une sorte d'accord entre les nœuds du réseau pour rajouter la même information. Donc voilà, redondance, chaque nœud contrôle chaque opération et enregistre les mêmes pages quand des nouvelles pages sont ajoutées. Consensus, confiance, c'est l'objectif des blockchains, qu'elles soient des blockchains de monnaie cryptographique ou des blockchains destinées à d'autres usages. J'en parlerai juste à la fin. Alors, soyons un petit peu plus précis. On va proposer une définition de blockchain. Il n'y a pas de définition officielle. Je lis rapidement ce qui est écrit en bleu. Donc, c'est un registre, j'ai déjà expliqué, donc un fichier informatique qui est partagé, donc qui est multiplié en fait en chaque nœud d'un réseau d'ordinateurs, qui est infalsifiable parce qu'il y a des procédés cryptographiques qui font qu'on ne peut pas modifier ce qui est écrit dessus. Et qui est aussi infalsifiable parce que le fichier est répété en une multitude d'endroits, en une multitude de nœuds du réseau. Et qui est indestructible aussi parce qu'il est multiplié en une multitude de nœuds du réseau, qui est composé de blocs ou de pages qui sont successivement validés, datés et conservés par ordre chronologique. Voilà, c'est ça la définition qu'on peut donner d'un réseau, d'une blockchain. Alors, il y a un certain nombre de choses optionnelles quand on conçoit une blockchain. Il ne faut pas parler de blockchain au singulier, il faut parler de blockchain au pluriel. Il y a toutes sortes de modèles différents, il y a des milliers de blockchains qui existent aujourd'hui, et il y a un certain nombre de choses qu'on va choisir de mettre ou de ne pas mettre dans une blockchain. Alors j'en ai identifié 5 ici, on peut en trouver d'autres d'ailleurs. Le fichier va pouvoir être ouvert à tout le monde en écriture, c'est ce que j'ai imaginé là, à propos du livre qui serait déposé au pied de l'obélisque, où seulement certaines personnes vont pouvoir écrire dessus. Donc ça, c'est une option. Pareil pour la lecture. Le fichier peut être ouvert en lecture à tout le monde, ou seulement certaines personnes peuvent être autorisées à le lire. Alors je vais donner tout de suite un exemple de blockchain qui serait mixte, où seulement certaines personnes auraient le droit d'écrire dessus et tout le monde pourrait lire ce qui est écrit dessus. L'exemple le plus simple qu'on puisse imaginer, c'est une blockchain qui serait destinée à détenir des informations sur des diplômes. N'importe qui, évidemment, ne pourrait pas écrire que telle université a déposé tel diplôme, a accordé tel diplôme à telle personne. Seules les universités et les écoles pourraient
écrire sur cette blockchain les informations concernant des diplômes qu'elles ont accordés. Et elles signeraient ces informations pour qu'on puisse être sûr que ce sont bien elles qui les ont déposées. En revanche, une telle blockchain ne sera utile pour les gens qui font du recrutement ou simplement pour toutes sortes d'autres usages qu'on peut imaginer, si tout le monde peut la lire. Donc voilà, ça serait un exemple de blockchain qui serait ouverte en écriture seulement à certaines entités autorisées, qui signeraient ce qu'elles écrivent, et qui serait ouvert en lecture à tout le monde. Alors, deuxième point, l'identité des utilisateurs. Alors, dans le cas du Bitcoin, à aucun moment, dans le fonctionnement du Bitcoin, on ne demande l'identité de ceux qui l'utilisent. Donc, on peut dire que c'est anonyme, aussi bien pour les nœuds du réseau que pour ceux qui vont utiliser ensuite le réseau Bitcoin. Donc, c'est l'anonymat. On parle de pseudonymat, je vais expliquer pourquoi un peu plus loin. Ou au contraire, on peut imaginer des blockchains où ne pourront utiliser la blockchain en écriture ou en lecture que les gens qui auront déclaré leur identité, donc qui auront passé une procédure qu'on appelle KYC, de connaissance du client. Enfin bon, c'est le vocabulaire technique. Donc, les deux options sont possibles. Il n'y a pas d'automatisme quand on parle de blockchain, de choisir une option ou une autre. Les données qui vont être écrites sur une blockchain vont pouvoir être écrites en clair. C'est le cas du Bitcoin. En Bitcoin, il n'y a pas de choses qui sont chiffrées sur la blockchain du Bitcoin, a priori. Ce sont des transactions et tout le monde peut lire quelles sont les transactions qui sont écrites sur la blockchain du Bitcoin. Ce sont des transactions du genre le compte numéro tant verse tant de Bitcoin sur le compte numéro tant. En revanche, on peut tout à fait imaginer, il existe évidemment des tas de blockchains qui fonctionnent selon ces principes-là, où les informations sont chiffrées et où seulement certains utilisateurs peuvent avoir accès au déchiffrement des informations qui sont écrites dessus. Ensuite, le réseau pair à pair, donc le réseau sans autorité centrale, il y a plusieurs façons de le gérer. La façon la plus ouverte, et je vais employer un autre mot, la façon la plus anarchiste de concevoir les choses, la plus ouverte, la plus publique de concevoir les choses, c'est celle du Bitcoin. N'importe qui peut être un nœud du réseau. Il n'y a pas d'obligation ni technique, ni de désignation ou de choix par un groupe de gens qui désignerait qui peut être un nœud du réseau. N'importe qui peut être un nœud du réseau. Vous pouvez être un nœud du réseau Bitcoin demain si vous le souhaitez. Ou bien alors, on peut imaginer, et ça a un intérêt, je vais en reparler, des systèmes où seulement certaines personnes qui se seront entendues entre elles pourront être des nœuds du réseau, pourraient être des utilisateurs. Dans le cas d'une blockchain de diplôme, on imagine bien que n'importe qui ne va pas pouvoir être un nœud qui écrit sur le réseau, sur la blockchain. Et puis, il y a un autre problème qui est plus technique que je ne vais pas évoquer tout de suite, c'est le problème de la façon dont s'établit le consensus entre les nœuds du réseau. Les nœuds du réseau doivent se mettre d'accord pour, à chaque nouvelle page, ajouter la même page. S'ils ne se mettent pas d'accord, il n'y a pas de blockchain, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de confiance qui peut être créée par le système. Donc il faut qu'il y ait un certain procédé, on va dire un protocole, qui permette l'entente des nœuds pour que, à chaque instant, le contenu de la blockchain soit le même. Donc on parle de preuve de travail, proof of work, preuve d'enjeu, d'autres modèles, je vais en reparler un peu plus loin. Alors, je vais parler donc maintenant des monnaies cryptographiques et je vais expliquer un certain nombre de choses sur les monnaies cryptographiques. C'est le thème essentiel de la conférence et j'évoquerai d'autres points concernant plus généralement les blockchains juste à la fin de l'exposé. Donc, dans le cas d'une crypto-monnaie, la blockchain, elle va contenir seulement des informations concernant les comptes. Connaître la blockchain, ça permettra de savoir que le compte numéro 1 détient 10 bitcoins, le compte numéro 2 en détient 20, etc. Le fait de connaître la blockchain et de disposer de la blockchain, ça permettra de savoir quel compte détient combien. Et quand on va rajouter des pages à la blockchain du Bitcoin, en fait, on rajoutera des pages qui indiqueront des déplacements de Bitcoin. Le compte numéro 1 qui détenait 5 bitcoins va en avoir envoyé 4 au compte numéro 12, et donc on va faire moins 4 pour le compte numéro 1 et plus 4 sur le compte numéro 12. Il va y avoir une sorte de mise à jour, mais cette mise à jour
va pas être faite en modifiant la blockchain, elle va être faite juste en rajoutant qu'il y a ces transactions-là qui doivent être prises en compte maintenant. Et quand on analysera la blockchain, on pourra retrouver combien détiennent chaque compte, mais sans avoir effacé aucune information. Donc ça sera un cahier de compte, ça permettra de retrouver le contenu de chaque compte. Voilà. Alors, j'insiste un petit peu sur le fonctionnement un tout petit peu plus détaillé de la façon, sur le fonctionnement d'un réseau comme le Bitcoin, et puis il y en a beaucoup d'autres qui copient de très près. Dans le cas de comptes centralisés, comme par exemple avec votre banque, quand vous faites un virement de votre compte sur un autre compte, c'est le côté gauche qui représente le fonctionnement. De votre ordinateur, par exemple, vous envoyez le virement. Il y a les ordinateurs centraux de votre banque qui reçoivent cette demande, que vous tapez des codes pour assurer que c'est bien vous qui faites cette demande. Donc vous disposez de mots de passe, des choses comme ça. Et puis, ces ordinateurs centraux de la banque, ils décrémentent votre compte et ils incrémentent le compte de la personne à qui vous envoyez le virement. Donc c'est un fonctionnement centralisé. Dans le cas d'une monnaie cryptographique, ce qui va se passer, c'est que ça va être totalement décentralisé. Il va y avoir quand même, c'est là où il faut comprendre l'utilité du dessin, il va y avoir deux types de nœuds dans le réseau, deux types d'utilisateurs du réseau. Il va y avoir effectivement les utilisateurs qui vont détenir une copie de la blockchain, donc qui vont devoir stocker les informations concernant la blockchain, se mettre d'accord avec les autres nœuds du réseau, donc c'est ceux qui sont dessinés en bleu, pour rajouter les mêmes pages d'un instant à l'autre. Et puis il va y avoir les utilisateurs qui vont pouvoir détenir des comptes contenant des bitcoins et qui vont éventuellement souhaiter faire des transactions. Et donc quand quelqu'un va vouloir faire une transaction, donc c'est les petits ordinateurs là, mais ça peut être des téléphones portables ou des smartphones. Quand quelqu'un va détenir un compte et qui va vouloir faire une opération, envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre, en fait, son ordinateur ou son smartphone va contacter un des nœuds, on va dire des nœuds validateurs du réseau, un de ceux qui détiennent la blockchain. Il va lui envoyer l'information de la transaction qu'il veut faire. Donc il y a un système de signature pour être sûr que c'est bien le détenteur du compte qui envoie cette demande de transaction. La transaction va circuler entre tous les nœuds principaux du réseau, tous les nœuds validateurs, donc tous les nœuds qui sont en bleu, et chacun va être informé donc de cette transaction qui doit passer. Dans un premier temps, elle ne sera pas rajoutée sur la blockchain. Chacun des nœuds va stocker ces transactions qui sont demandées, donc il va les mettre en réserve. Et puis, au bout d'un certain temps, donc environ toutes les 10 minutes dans le cadre du fonctionnement de la blockchain du Bitcoin, l'un des nœuds qui va avoir en stock ces transactions en attente va être désigné pour composer la nouvelle page avec les transactions qui sont en attente, éventuellement toutes s'il le peut, ou simplement certaines d'entre elles s'il ne veut pas les mettre toutes dans la nouvelle page. Et il va faire circuler cette nouvelle page entre tous les nœuds, qui vont valider le fait que c'est bien celui qui envoie cette nouvelle page qui avait le droit de la composer. Et si effectivement ils sont d'accord, chacun va rajouter cette nouvelle page avec donc les transactions qui avaient été en attente pendant un certain temps à la blockchain. En l'occurrence, puisque je suis en train de parler de Bitcoin, il y a la blockchain du Bitcoin. Donc toutes les 10 minutes à peu près, une nouvelle page est rajoutée qui modifie l'ensemble des transactions valides. Et la connaissance de cette nouvelle page permet de savoir quels sont le contenu de chacun des comptes. D'accord ? Alors, ce principe, une page, enfin un nœud du réseau est désigné, donc ce protocole d'accord pour savoir lequel va composer la nouvelle page, et ensuite cette circulation de la nouvelle page, je vais en reparler plus tard, c'est là où la preuve de travail intervient. Donc, la blockchain du Bitcoin, elle est publique, hein, j'ai insisté déjà là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir défiler les nouvelles pages qui sont rajoutées. Alors quand j'ai dit que c'était à peu près 10 minutes, on le voit ici, c'était le 20 janvier 2020, à 10h21, il y a une page qui a été rajoutée. Il y en avait une autre qui avait été rajoutée à 10h12, c'est un petit peu moins de 10 minutes. Il y en avait une autre qui avait été rajoutée à 10h04, une autre à 10h03, donc là il n'y a eu qu'un intervalle d'une minute.
une autre à 10h02, une autre à 10h, une heure à 9h50, une heure à 9h35. Donc, quand je dis que c'est 10 minutes en moyenne, ce n'est pas exactement 10 minutes. Ça peut être une minute, ça peut être plus qu'une minute. J'essaierai d'expliquer un peu plus tard pourquoi il y a cette variation. Et chacune de ces pages qui sont rajoutées, si on veut, on peut la consulter complètement. On saura, c'est parfaitement public, quelles sont les transactions qui ont été ajoutées sur cette page et qui sont donc, à partir du moment où elles ont été ajoutées à la blockchain, considérées comme définitivement valides. Alors, le Bitcoin a eu beaucoup de succès, c'est-à-dire qu'en fait, il a attiré l'attention, et donc, quand quelque chose a beaucoup de succès, il est copié. Et donc, il y a toutes sortes de nouvelles crypto-monnaies qui ont été créées à partir du Bitcoin. Il y en a aujourd'hui plus de 5000. Vous voyez, 5037 le jour où j'ai fait ce transparent, c'était le 20 janvier, donc il y a 2 jours. Donc il y a 5000 monnaies cryptographiques qui existent aujourd'hui. Alors la plupart ont relativement peu d'importance, voire sont complètement négligeables, voire ont été abandonnées pour certaines d'entre elles. En revanche, il y en a quand même au moins une vingtaine qu'on peut considérer comme importantes. Et alors, comment mesure-t-on l'importance des crypto-monnaies et comment fait-on le classement de ces crypto-monnaies? C'est très simple. Je n'ai pas encore parlé du nombre d'unités qui sont émises par une crypto-monnaie. Dans le cas du Bitcoin, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins qui seront en circulation. Aujourd'hui, il y en a 18 millions qui sont en circulation. Chacune a une valeur qui est obtenue simplement par la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez des bitcoins, il n'y a pas une valeur qui est fixée par une autorité. Il n'y a pas d'autorité dans le cas d'une monnaie cryptographique comme le bitcoin. Simplement, si vous êtes prêt à en acheter à tel prix, qu'il y a quelqu'un qui est prêt à vous les vendre à ce prix, la transaction se fait, sinon elle ne se fait pas. C'est la rencontre entre l'offre et la demande qui fixe le prix, la valeur d'une crypto-monnaie. Le Bitcoin, aujourd'hui, vaut... alors, le 20 décembre, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis 2 jours, il vaut à peu près, je vais simplifier, 8600 $. Les prix sont toujours écrits en dollars sur mes transparents. 8600 $ chaque Bitcoin. Comme il y a 18 millions de Bitcoins qui ont été émis, ça fait une somme totale de Bitcoin. Donc la capitalisation de tous les bitcoins, ça fait 157 milliards. C'est le chiffre qui est encadré, le nombre qui est encadré à côté de Bitcoin. Donc aujourd'hui, il y a 150 milliards de dollars, donc un petit peu moins en euros, qui existent sous forme de Bitcoin. Ce n'est pas tout à fait négligeable. La crypto-monnaie qui est seconde, elle est très nettement loin derrière, c'est l'Ether du réseau Ethereum. Il y a 18 milliards de dollars qui circulent sous forme d'Ether. Ensuite, il y a le Ripple, la troisième, le Bitcoin Cash, le Bitcoin SV, et puis il y a le Tether, dont je vais parler un petit peu plus, parce qu'il a une propriété particulière. Le Tether, c'est ce qu'on appelle une stablecoin, donc une monnaie stable ou un jeton stable. Il y a un opérateur qui accepte à chaque instant de les acheter pour $1 et qui accepte de vous en vendre pour $1. Donc cet opérateur, il assure qu'il garde en réserve de quoi effectivement toujours être capable de répondre à une demande de vente de Tether. Il les rachète à $1, il assure ça. Et du fait qu'il est toujours prêt à en vendre à $1 et prêt à en acheter à $1, le cours du Tether est toujours très proche de 1. Et ici, vous voyez, il est à 0,896. Assez souvent, le cours du Tether, il est à 1,01 ou des choses comme ça. Il varie jamais beaucoup au-delà de 0,99 et enfin en deçà de 0,99 et au-delà de 1,01. Donc, il est intéressant, et je vais en reparler tout à l'heure, de ces monnaies stables. Je ne fais pas plus de commentaires sur la grande variété de monnaies cryptographiques qui existent aujourd'hui. Elles ne fonctionnent pas toutes exactement de la même façon. Il y en a qui copient de très près le fonctionnement du Bitcoin, comme par exemple Bitcoin Cash, Bitcoin XV, mais souvent, il y a des choses différentes et assez fondamentalement différentes d'une crypto-monnaie à l'autre. Alors, est-ce qu'il faut investir dans le Bitcoin? Parce que peut-être que vous êtes venu pour avoir une réponse à cette question. Vous allez avoir une idée tout de suite. J'ai reproduit simplement la courbe de la cours du Bitcoin, depuis à peu près depuis le 1er janvier 2017. Alors, le 1er janvier 2017, il valait à peu près un petit peu moins de $1000.
Bon, et puis l'année 2017, ça a été une année complètement folle pour le Bitcoin. C'est peut-être la première année où vous en avez entendu parler. Les médias en ont parlé beaucoup, les télévisions en ont parlé, ça n'a pas arrêté. Ça a attiré beaucoup de gens qui en ont acheté au fur et à mesure que le cours montait. Et le cours est monté jusqu'à 19 114, mais je crois même qu'il a dû atteindre 20 000 sur certaines plateformes d'échange. Donc il est passé de 1000 à 20 000, donc au mois de décembre 2017. Mais évidemment, c'était peut-être un petit peu trop, donc il est retombé. Il ne fallait pas en avoir acheté à 20 000. Et il est retombé, et quelques mois plus tard, ou plutôt un an plus tard, en décembre 2018, il valait 3 300. Donc si vous les aviez achetés à 20 000, vous n'aviez pas fait une bonne affaire. Mais si vous les aviez achetés le 1er janvier 2017, vous aviez quand même fait une bonne affaire, puisqu'il était passé de 1000 à 3 000. Ça dépend à quel moment on rentre dans le circuit. Ensuite, il est resté relativement stable et il a monté en 2019. Et il est monté jusqu'à 13 000. Et ça a correspondu à l'annonce par Facebook qu'il allait émettre une crypto-monnaie qui s'appelle Libra, je vais en reparler aussi. Et puis depuis, et en fait c'est lié vraisemblablement au fait que Libra, au fur et à mesure que les choses se sont précisées, les États, et en particulier l'État américain et les États européens, se sont exprimés contre, et ont exprimé qu'ils limiteraient, qu'ils ne laisseraient pas le Libra faire n'importe quoi, qu'ils ne laisseraient pas Facebook faire n'importe quoi. Et donc ça a fait baisser le cours d'une manière générale de toutes les crypto-monnaies, mais en particulier du Bitcoin, qui est passé de 13 000 à 8 600 aujourd'hui. Donc, vous savez si vous avez envie de monter dans le train ou pas. Mais je ne vous dirai pas à quel instant il faut monter, c'est à vous de deviner, c'est le problème de la spéculation. Il y a quelque chose quand même qu'il faut remarquer, qui est assez intéressant et un peu intriguant, c'est que l'importance du Bitcoin relativement à toutes les crypto-monnaies. Donc en 2013, le Bitcoin, à lui tout seul, il représentait 95% de toute la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Donc en gros, lui, il faisait 95% et le reste faisait 5%. Donc tous les autres, Ethereum, etc., faisaient ça. En 2013, Ethereum n'existait pas d'ailleurs. Enfin bon, toutes les autres qui existaient à cette époque-là ne faisaient que 5%. Donc cette dominance qu'on appelle, c'est le nom qu'on utilise, du Bitcoin, a baissé assez sérieusement et est passé en dessous de 40%. À un moment donné, le Bitcoin ne représentait plus que 40% de la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. C'est l'époque où on peut dire on avait l'espoir, ou certains, ou ceux qui investissaient dans ces crypto-monnaies, avaient l'espoir que d'autres modèles que le Bitcoin allaient s'imposer, Ethereum par exemple, qui a failli rattraper, on voit les deux pointes là, qui se touchent presque, qui a failli rattraper le Bitcoin. Et puis, bon, maintenant, les choses, depuis, ont évolué plutôt dans l'autre sens. Et la dominance du Bitcoin s'est accrue, et elle est aujourd'hui de 66%. Donc, il y a 66% de la capitalisation en crypto-monnaie qui est en crypto-monnaie Bitcoin. Donc, très nettement supérieur à toutes les autres. C'est une chose à savoir. Pourquoi c'est comme ça? Il y a toutes sortes d'explications qu'on peut essayer d'établir. Alors, autre chose, c'est est-ce que finalement ces 157 milliards en Bitcoin, est-ce que c'est très important? Alors, j'ai fait un petit schéma. La taille des bulles n'est pas exactement proportionnelle à ce qu'il faudrait peut-être. Ça ne fait rien. Ce qui compte, ce sont les nombres qui sont indiqués. Donc le Bitcoin, 157 milliards, ce sont des milliards de dollars. Toutes les crypto-monnaies, 238. Donc, donc le Bitcoin fait à peu près 66% de toutes les crypto-monnaies. Et puis, pour comparer, j'ai mis par exemple la capitalisation d'Amazon. Amazon, aux dernières informations, c'était aux alentours de 950 milliards de dollars. Autre chiffre qui est important ou intéressant de connaître et de comparer, l'ensemble des dollars qui existent sous forme de billets. Il y a beaucoup de billets de 100 dollars en particulier qui circulent dans le monde. C'est 1500 milliards. Si on compte d'autres choses que simplement les billets qui existent en dollars, c'est beaucoup plus, mais voilà, simplement en billets et en pièces, c'est 1500 dollars. Si on compte tout l'or qui est dans les coffres, qui a été extrait, et qu'on regarde sa valeur, alors les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur les évaluations. Il y en a qui disent 6 000 milliards, il y en a d'autres, c'est la valeur que j'ai retenue, qui disent 8 200 milliards. Bon, en gros, c'est entre 6 000 et 8 000 milliards. C'est quand même
beaucoup plus que le Bitcoin. Souvent, on compare le Bitcoin à l'or. La comparaison, en tous les cas en termes de volume, elle n'est pas justifiée puisque l'or, c'est beaucoup plus que le Bitcoin. Et puis après, j'ai encore indiqué quelques nombres pour montrer que malgré l'importance qu'on peut attribuer aux crypto-monnaies, aujourd'hui, c'est encore quelque chose de bien modeste. 157 milliards par rapport à 1500 milliards en dollars, c'est quand même pas beaucoup, c'est un dixième. Mais ce n'est pas non plus négligeable. C'est juste pour poser les choses. Alors, une des caractéristiques des crypto-monnaies qui les rend intéressantes et qui, de mon point de vue, feront qu'elles finiront par s'imposer sous une forme ou sous une autre, et j'évoquerai ces autres formes possibles que celles du Bitcoin, c'est que c'est un argent qui est programmable. C'est-à-dire, on peut écrire des transactions, ici j'ai indiqué qu'un mode de transaction très simple, qu'on va lancer sur le réseau, et qui ne sera exécuté, par exemple, que le 1er janvier 2025, ou qui ne sera valable, c'est-à-dire qui ne sera exécuté que s'il y a 2 signataires parmi 3 qui sont désignés, qui vont effectivement être d'accord et qui vont valider la transaction. Donc cette capacité des transactions à circuler très vite d'un point à l'autre de la surface terrestre, les nœuds du Bitcoin, je ne l'ai pas dit précisément, mais il y en a sur tous les continents, il y en a en Afrique, il y en a en Australie, il y en a en France, il y en a. Et quand un compte envoie de l'argent à un autre compte, ça peut se faire en quelques minutes, donc c'est quelques dizaines de minutes au maximum, pour faire une transaction, éventuellement correspondant à plusieurs dizaines de millions de dollars entre la France et l'Australie, si on a envie. Donc cette fluidité de l'argent sous forme de crypto-monnaie, cette capacité de le programmer, et je vais insister encore plus loin sur la possibilité de le programmer, c'est quelque chose qui est révolutionnaire et qui est un atout fondamental des crypto-monnaies qui font que les banques centrales vont s'y intéresser, enfin s'y intéressent maintenant et finiront par y venir. Je reviendrai là-dessus à la fin de l'exposé. Alors, vous avez entendu dire beaucoup de mal du Bitcoin et des crypto-monnaies. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Quand vous déposez des liasses de billets entre les piles de linge dans une armoire, vous pouvez vous les faire voler. Ce n'est pas la Banque de France qui est responsable, ou la Banque européenne maintenant, qui est responsable du fait que vous avez mal protégé les liasses de billets que vous avez mis dans votre armoire. Bon. De la même façon, quand vous détenez un compte Bitcoin, si vous protégez mal les clés qui vous permettent de gérer ce compte, vous allez pouvoir vous faire voler vos Bitcoins. Alors évidemment, c'est plus technique. Protéger ses clés, ce n'est pas la même chose que fermer son armoire et bien fermer la porte de sa maison, mais c'est comparable. Le Bitcoin n'est pas responsable si vous vous faites voler vos Bitcoins parce que vous avez mal protégé vos comptes, parce que vous avez mal géré vos comptes. Donc, première chose à dire. Deuxième chose, le blanchiment d'argent, aujourd'hui, il se fait en particulier par des valises de billets qui circulent et qui passent les frontières d'un pays à l'autre, ou qui s'échangent entre gens qui veulent blanchir de l'argent. C'est pareil, la Banque européenne n'est pas responsable de ces trafics qui sont faits avec l'argent liquide, avec les espèces. De la même façon, les trafics qu'on peut faire avec le Bitcoin ne concernent pas directement le fonctionnement du Bitcoin, ils concernent les usages qu'on en fait. Alors peut-être qu'on peut considérer que l'anonymat qu'il y a lié à la détention des Bitcoins ne devrait pas exister, et donc on peut éventuellement contester cet anonymat, mais c'est tout à fait comparable à l'anonymat qu'il y a de la détention de billets. Donc le Bitcoin, là-dessus, n'a pas un statut particulier par rapport à l'argent liquide. C'est un argent liquide numérique, on peut dire. Et alors maintenant, si on se pose la question, est-ce que le protocole Bitcoin, est-ce que la tenue des comptes Bitcoin fonctionne bien? La réponse, c'est oui. Depuis 2019, depuis 2009, excusez-moi, l'émission des premiers Bitcoins, le réseau Bitcoin n'a pas été hacké
Personne n'a créé de faux bitcoins, personne n'a réussi à s'emparer d'un compte parce qu'il aurait modifié le contenu de la blockchain. Le fonctionnement de la gestion des comptes par la blockchain et par les nœuds du réseau pair à pair qui détiennent chacun une copie a fonctionné parfaitement. La robustesse de fonctionnement des crypto-monnaies, c'est quelque chose qui est avéré aujourd'hui. Donc, ne pas confondre les mauvais usages qu'on peut faire du Bitcoin, ne pas confondre le fait qu'on se fait voler des Bitcoins parce qu'on les a mal protégés, avec le fait que le réseau fonctionne mal. Le réseau fonctionne parfaitement bien. Depuis 11 ans, le protocole Bitcoin fonctionne parfaitement bien, et d'autres monnaies, crypto-monnaies qui fonctionnent selon des protocoles parfois un peu différents, fonctionnent aussi très bien. Alors, quand on a conscience de ça, il y a une sorte de résumé qu'on peut donner de cette situation. Avant l'existence des monnaies cryptographiques, on pouvait faire circuler de l'information de manière décentralisée, c'est-à-dire sans qu'aucune autorité ne s'en occupe, grâce au réseau Internet. Vous envoyez des messages, personne ne surveille les messages, ou si on les surveille, on les interrompt pas, ils ne sont pas interrompus. Donc il y a une sorte de circulation, on peut dire, de pair à pair, sans qu'il y ait d'autorité centrale qui se fait de l'information grâce au courrier électronique ou grâce à Internet d'une manière générale. La circulation de l'information en pair à pair, c'est ce qu'a permis Internet. Le concept de blockchain, donc avec cette histoire de réseau pair à pair qui gère les transactions et qui se met d'accord sur chaque nouvelle page ajoutée, ça permet de faire circuler des objets qui ont une valeur. Donc dans le cas du Bitcoin, c'est le jeton Bitcoin qui a une certaine valeur, et on peut le faire circuler parce qu'il y a un cahier de compte qui est tenu, et que ce cahier de compte, il est infalsifiable au sens où personne ne peut aller agir dessus et le faire fonctionner mal pour s'attribuer des Bitcoins qui ne seraient pas à lui ou créer de faux Bitcoins. Donc il y a une capacité nouvelle qui a été créée par les blockchains, et ça c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire aussi, c'est qu'on peut faire circuler maintenant sur le réseau Internet des objets qui ont de la valeur, à condition de les faire circuler en utilisant un système de blockchain. C'est plus compliqué que de faire simplement circuler des fichiers informatiques, mais à condition que ça repose sur un réseau pair à pair et un système de blockchain, on peut faire circuler des objets qui ont une valeur, et c'est tellement vrai qu'il y a des cours qui s'établissent pour ces jetons Bitcoin et que personne n'a réussi, je disais, à en créer de faux. Alors, détaillons un petit peu le fonctionnement du Bitcoin. Je surveille l'heure, il faut que je fasse attention. Dans le cas du Bitcoin, je l'ai déjà dit, la blockchain, c'est la liste complète de toutes les transactions qui permet de reconstituer le contenu de chaque compte. Les comptes sont anonymes, les nœuds validateurs sont anonymes s'ils le souhaitent. Évidemment, on peut dire « je suis un validateur ». J'aurais dû mettre un S à 2, j'ai oublié. Il y aura 21 millions de Bitcoins en tout quand tous les bitcoins auront été émis. Aujourd'hui, il y en a 18 millions. Le principe d'émission des bitcoins, il est très simple. Le 3 janvier 2009, quand le réseau s'est mis en marche, il y avait 0 bitcoin qui existait. Toutes les 10 minutes, il y a eu 50 bitcoins qui ont été créés et qui ont été attribués au nœud validateur qui avait rajouté la page, qui est rajoutée à peu près toutes les 10 minutes. Ça a duré pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, toutes les 10 minutes environ, c'est une moyenne, il y a eu 50 bitcoins qui ont été créés. Donc ça en a créé un certain nombre, environ une dizaine de millions, je pense. Ensuite, pendant les 4 années suivantes, c'était plus 50 bitcoins qui étaient créés toutes les 10 minutes, c'était 25 bitcoins. C'est ce qu'on appelle le halving. L'émission de nouveaux bitcoins est divisée par 2 tous les 4 ans. Pendant donc encore 4 ans, il y a eu donc 25 bitcoins qui ont été émis pendant 10 minutes, toutes les 10 minutes. Ensuite, ça a été divisé par 2, donc c'est 12,5 bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes, et on est dans cette période-là, donc le troisième paquet de 4 années. Et puis, on va bientôt arriver dans le 4e paquet, où ça sera la moitié de 12,5, 6,25 bitcoins qui seront émis toutes les 10 minutes. Et puis, cette division par 2 va se poursuivre indéfiniment, et puis si vous savez calculer la somme d'une série 1 plus 1,5 plus 1 quart plus 1 huitième, etc., eh bien vous arrivez au fait qu'au total, il faut faire un petit calcul, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins qui seront émis. Donc, il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins qui seront émis. Le bitcoin, ce n'est pas un jeton qu'on ne peut pas couper en morceaux. On peut le couper en morceaux parce que le système gère parfaitement les morceaux de bitcoin, et il est divisible jusqu'au 100 millionième, qu'on appelle le satoshi.
Il n'y aura plus d'émissions en 2140. Pourquoi il n'y aura plus d'émissions en 2140? Parce qu'à force de diviser par 2, à un moment donné, on arrivera à une émission qui serait inférieure à un 100 millionième. Si c'est inférieur à un 100 millionième et que ce n'est pas prévu, ça s'arrête. Tout le monde peut être validateur. Et puis, ici, je vais employer des gros mots. Il y a un certain nombre de fonctions cryptographiques qui sont utilisées. Je vais insister sur le quatrième élément. Et qui permettent de sécuriser, sur un plan informatique, le fonctionnement. Donc il y a en particulier la fonction de hassage SHA 256, j'en parlerai un tout petit peu plus loin, qui est très importante dans le fonctionnement du Bitcoin. Donc c'est une fonction qui transforme un fichier en un fichier plus court, qui fait 256 0 ou 1, et qui le fait d'une certaine façon bien particulière. Il y a des systèmes de signature. J'ai évoqué le fait que quand un détenteur de Bitcoin envoie des Bitcoins à un autre, il signe sa transaction. Donc voilà, il y a un système de signature à double clé. Si vous savez ce que c'est, vous comprenez pourquoi c'est intéressant que ce soit à double clé. Ça permet à celui qui signe d'être validé, c'est-à-dire d'être reconnu comme étant le signataire, sans que celui qui valide, qui reconnaît que la transaction a été bien signée par celui qui détient la signature privée, ait à connaître la signature privée. Il y a un système d'incitation à surveiller la blockchain, parce que Satoshi Nakamoto a une très bonne logique générale quand il a conçu son système. Il s'est dit, si je conçois un système où il doit y avoir des nœuds qui détiennent la blockchain et qui s'échangent des informations, qui font circuler les transactions, qui font circuler les pages, etc., et qui mettent à jour leur blockchain, il va falloir d'une certaine façon rémunérer ces nœuds qui font le travail. Donc la rémunération, c'est justement les 50 bitcoins émis toutes les 10 minutes, les 25, etc. Donc il y a le système d'incitation à être un nœud validateur, c'est effectivement ce système d'émission de nouvelles unités. Quand il n'y aura plus d'émission de nouveaux bitcoins, il y a un système de commission qu'on associe volontairement aux transactions qui permettront aux nœuds validateurs de continuer à être en quelque sorte payés pour le travail qu'ils font de faire fonctionner le système. Le point le plus délicat, c'est le problème du consensus. Comment les nœuds se mettent-ils d'accord toutes les 10 minutes pour dire c'est tel nœud qui va rajouter la nouvelle page, donc qui va choisir les transactions qu'il va mettre dedans et qui va toucher les 25 ou 12,5 bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes. Ce problème de la preuve de travail, il est très important et je vais le détailler un petit peu. C'est ce qu'on appelle le minage. Alors, et quand on parle de dépenses électriques de Bitcoin, ça provient de ça, de cette méthode de trouver un consensus, pour savoir qui ajoute une nouvelle page. Donc l'incitation, ça y est, j'en ai parlé. Donc c'est l'attribution, la désignation de celui qui va ajouter la nouvelle page. Elle se fait par un concours. Donc tous les nœuds qui détiennent la blockchain et qui veulent participer au concours, on peut détenir la blockchain sans vouloir participer au concours, mais tous les nœuds qui détiennent la blockchain et qui veulent participer au concours vont se mettre à faire des calculs. Et puis, il va y avoir un nouveau problème qui va être posé, c'est une sorte de problème mathématique, qui va nécessiter de faire beaucoup de calculs. Et la difficulté de ce problème, elle est ajustée régulièrement tous les 2016 pages, de manière à ce qu'en moyenne, le problème sera résolu en environ 10 minutes. Mais comme c'est un problème qui peut, si on a de la chance, être résolu très rapidement, parfois le problème il va être résolu en 1 minute par quelqu'un du réseau. Parfois, il faudra plus de 10 minutes pour le résoudre. C'est ce qu'on a vu dans la page que j'ai montrée tout à l'heure. Donc, à chaque nouvelle page, à chaque fois qu'une nouvelle page vient d'être ajoutée, il y a un nouveau problème qui est posé et que tous les nœuds du réseau qui veulent concourir pour gagner ces nouveaux bitcoins vont se mettre à essayer de résoudre. Et celui qui va le résoudre en premier, il va le signaler aux autres. Les autres vont pouvoir vérifier très facilement qu'il a effectivement résolu le problème en premier. Et donc, ils vont être d'accord pour que lui touche les 12,5 bitcoins aujourd'hui et compose la nouvelle page qu'il va faire circuler. Donc, il y a un problème, il faut bien comprendre, qui est difficile à résoudre, mais quand il est résolu, il est très facile de voir que celui qui l'a résolu l'a effectivement bien résolu.
Donc ce problème, il consiste en fait essentiellement à faire des calculs de cette fonction de hachage que j'ai déjà évoquée. Cette fonction de hachage, c'est simplement, on prend un fichier et on fait un certain nombre de transformations sur ce fichier et ça produit un certain nombre. Je ne rentre pas dans les détails parce que sinon je ne vais pas arriver à dire tout ce que je veux dire. Mais voilà, il y a un problème. Et plus on est capable de calculer rapidement cette fonction SHA 256, plus on a de chances d'être celui qui va être désigné toutes les 10 minutes. Et pour être plus précis, si on cumule toute la puissance de calcul du SHA 256 de tout le réseau, et si vous disposez de 10% de cette puissance, ben vous gagnerez une fois sur 10. C'est quelque chose qui est probabiliste. Une fois sur 10, vous gagnerez si vous disposez de 10% de la puissance du réseau. Et alors, qu'est-ce que ça a provoqué, cette histoire-là? Ben, ça a provoqué que les gens qui s'intéressaient à ça ont voulu acquérir de plus en plus de capacités à calculer ces SHA 256. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué des puces spécialisées. D'abord, ils ont utilisé les ordinateurs de base. Ensuite, ils ont fabriqué des puces spécialisées. Et aujourd'hui encore, on fabrique des puces spécialisées qui sont de plus en plus optimisées de manière à calculer rapidement le SHA 256 et à être celui qui détient, par exemple, 10% de la puissance et qui va gagner, donc une fois sur 10, les bitcoins émis. Aujourd'hui, la puissance du réseau a atteint quelque chose qui est complètement dément. C'est 110, 10 puissance 18 calculs de SHA 256 par seconde. Si on cumule toute la puissance du réseau, c'est ce que représente la courbe qui est ici, on arrive aux alentours de 110, 10 puissance 18, donc milliards de calculs du réseau. Et malheureusement, ces calculs, ils sont faits par des machines de ce type-là. Donc celle qui est la plus à droite, c'est une machine qui est extrêmement puissante, qui contient des centaines, je ne connais pas le nombre par cœur, de circuits spécialisés et qui consomment de l'électricité. Et quand on cumule toute la dépense d'électricité du réseau, alors ça fait des choses comme ça. Les gens qui se sont intéressés à ça, petit à petit, ils se sont équipés. Ils ont construit de plus en plus de machines, un plus en plus grand nombre de machines. Ça, c'est une ferme de Bitcoin d'une entreprise qui s'appelle Bitmain, qui est en Chine. Il y a des centaines de machines, chacune comportant des centaines de puces spécialisées pour calculer du SHA 256 et qui calculent toute la journée sans jamais s'arrêter pour essayer de résoudre le problème qui est posé. Si elles n'ont pas résolu celui des 10 minutes, là, tout de suite, elles essaieront de résoudre le suivant, etc. Et ça fait des choses comme ça. Cette photo, je soupçonne quand même qu'elle soit un peu truquée, mais je n'en suis même pas sûr. Alors, aujourd'hui, la puissance totale du réseau Bitcoin, c'est 73 TWh par an. Une centrale nucléaire, plutôt un réacteur nucléaire, c'est à peu près 8 TWh par an. Donc, vous avez deux chiffres qui sont indiqués dans les deux premières lignes. 73, c'est une évaluation, je dirais, approximative. Alors, le virgule 17, à mon avis, il n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas faire ces calculs avec précision. Par contre, le 51,56, ça, c'est une évaluation à minima. C'est-à-dire, on considère que tout le monde utilise les meilleurs outils de minage, donc ceux qui sont les plus efficaces en dépenses électriques, et on arrive à ce chiffre de 51 TWh par an, c'est-à-dire l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires. Donc il y a 6 réacteurs nucléaires aujourd'hui qui produisent, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires qui produisent de l'électricité pour faire fonctionner le réseau, ou plutôt pour faire fonctionner l'algorithme de consensus entre les nœuds du réseau. Pour faire fonctionner le système qui décide qui va composer la nouvelle page. Les revenus des mineurs sont évalués, aujourd'hui c'est simple, il suffit de regarder combien il y a de bitcoin à gagner et quel est le cours, à environ 5 milliards de dollars, presque 6 milliards de dollars par an. Et si on fait une évaluation, mais alors cette évaluation, elle est de manière absurdement précise mise dans ce tableau-là, c'est de l'ordre de 3 à 4 milliards de dépenses. Donc aujourd'hui, les mineurs, c'est une évaluation assez grossière, dépensent 3 milliards et gagnent 5 ou 6 milliards. Donc c'est encore intéressant d'être mineur. Pas n'importe où, parce qu'il faut pouvoir acheter de l'électricité pas chère. La dépense en électricité du réseau, elle est équivalente à la dépense électrique du réseau autrichien. La puissance, j'ai déjà mentionné, j'ai dit 110, là c'est marqué 108. Et cette dépense électrique, aujourd'hui, elle est équivalente à la dépense électrique de un peu plus de 6 millions de foyers américains.
Et aujourd'hui, la dépense électrique du Bitcoin, elle correspond à 0,33% de la dépense, enfin de la consommation et de la production électrique sur Terre. Donc c'est moins de 1%, c'est un tiers de pourcent, mais c'est énorme, puisque ça correspond à la dépense de l'Autriche. Donc voilà, alors je vais faire la liste de ce que je considère comme les défauts du Bitcoin. Premier défaut, les défauts principaux. En fait, le réseau Bitcoin tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il ne peut pas gérer beaucoup de transactions. Il peut gérer de l'ordre de 7 transactions par seconde, 10 transactions par seconde, mais il ne peut pas en gérer plus. Alors il y a des systèmes qui sont mis en place pour essayer de remédier à ça, mais 7 transactions par seconde, ce n'est pas ça qui va permettre de remplacer les cartes bancaires ou même simplement le réseau PayPal. C'est totalement insuffisant. Le système du minage fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de concentration de ce pouvoir de miner, de gagner les nouveaux bitcoins. Et cette concentration, cette centralisation, elle est à 60% en Chine. Ce qui est très ennuyeux, parce que quand il y a des évolutions qui sont faites sur le fonctionnement du bitcoin, et forcément il y a des sortes de mises à jour qui sont faites sur les logiciels qui font fonctionner le réseau, eh bien, en quelque sorte, le pouvoir, donc ce qu'on appelle la répartition du pouvoir, la gestion du réseau va être proportionnelle, enfin le pouvoir que vous allez avoir, il va être proportionnel à votre capacité de minage. Donc aujourd'hui, il y a 60% du pouvoir sur le Bitcoin qui est en Chine. Ce qui est quand même très ennuyeux, puisque la Chine n'est pas un pays tout à fait démocratique, et si le gouvernement chinois voulait exercer son autorité sur les fermes de minage, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui directement, il pourrait en quelque sorte détenir le pouvoir sur l'évolution du Bitcoin. Ça, c'est quelque chose que les défenseurs du Bitcoin ne vous diront pas ou n'insisteront pas, mais aujourd'hui, le pouvoir appartient, s'il le souhaite, au gouvernement chinois qui peut faire ce qu'il veut de l'évolution du Bitcoin. En particulier, il peut le faire s'écrouler s'il veut du jour au lendemain. Il ne le fait pas puisqu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en Chine grâce à ça, et donc pragmatisme chinois, il préfère laisser les gens continuer à gagner de l'argent et ne pas intervenir. Mais si un jour il a envie d'intervenir, il interviendra. La consommation électrique, elle est catastrophique quand même. On ne peut pas considérer que c'est bien que l'algorithme qui détermine qui va être le nœud validateur dans les 10 prochaines minutes dépense l'équivalent de la production de 6 réacteurs nucléaires. La volatilité des cours, vous l'avez vu vous-même, ça empêche de vouloir, par exemple, économiser de l'argent en Bitcoin. Pourquoi vous achèteriez de l'argent, pourquoi vous économiseriez de l'argent en Bitcoin qui vaut 8600 $ aujourd'hui, alors que peut-être que dans 6 mois, il en vaudra 4000. Donc c'est pas pour faire du commerce ou pour garder de la valeur, c'est pas un très bon outil à cause de la volatilité. Et puis, il y a d'autres défauts qui font qu'il y a une sorte d'incitation à un certain type de fraude sur Internet, ou certains types d'escroquerie qu'on appelle le cryptojacking, mais je ne veux pas insister là-dessus, parce que sinon je ne vais pas pouvoir parler de ce que je veux évoquer. Juste une question, pourquoi est-ce que les crypto-monnaies sont apparues uniquement en 2009 ? Elles sont apparues en 2009 parce qu'en fait, il y a en quelque sorte 3 choses en parallèle qui ont acquis une certaine maturité. La puissance de calcul et de mémorisation, aujourd'hui, à peu près en 2009, mais ça aurait pu se faire en 2005 peut-être, est devenue telle, grâce à l'évolution technologique, ce qu'on appelle la loi de Moore, qu'aujourd'hui, un ordinateur de bureau peut détenir effectivement le contenu total de toutes les transactions qu'il y a eu en Bitcoin depuis 11 ans. Donc c'est cette capacité à calculer rapidement et à mémoriser peu cher qui permet de multiplier finalement les nœuds qui vont en quelque sorte s'auto-surveiller, se surveiller les uns les autres, et gérer la blockchain. Ensuite, il y a une maturité de la cryptographie mathématique moderne qui a permis de concevoir ce système, de concevoir le système des preuves de travail ou d'autres systèmes équivalents que je vais évoquer. Et donc, c'est une maturité mathématique. Et puis, il y a aussi tout simplement la technologie des réseaux pair à pair. Les réseaux pair à pair, c'est plus compliqué que les réseaux centralisés. Il faut que les ordinateurs qui communiquent les uns avec les autres réussissent à communiquer suffisamment bien, à échanger suffisamment de messages d'une certaine façon pour arriver à des consensus. Ce n'est pas si simple que ça à faire marcher. Donc ces 3 choses-là, c'est ce qui a permis de réaliser un partage massif d'informations collectivement validées, protégées, sans autorité centrale, qu'on appelle une blockchain. Alors, je vois qu'il est déjà 20 h, donc je vais parler très rapidement du sujet des smart contracts
L'idée, c'est les transactions compliquées que j'ai évoquées tout à l'heure, les transactions complexes. On peut décider qu'une transaction ne s'exécutera qu'à une certaine date. En fait, on peut faire des choses bien plus compliquées. Et non pas sur toutes les blockchains, mais en particulier sur la blockchain du réseau Ethereum, et puis sur d'autres, le EOS et d'autres, qui ont prévu d'autres mécanismes. Et ces autres mécanismes, ça permet de faire la chose suivante, que je décris très rapidement. Vous déposez un programme sur la blockchain, qui va être déposé en tous les lieux, dans tous les nœuds du réseau, et ce programme va être exécuté en parallèle par tous les ordinateurs. Et si les ordinateurs ne sont pas d'accord, enfin, le système est conçu pour qu'il tombe sur un consensus d'exécution. Et donc, quand vous avez déposé ce programme sur la blockchain d'une blockchain qui permet ce qu'on appelle ces smart contracts, à ce moment-là, votre programme, d'une certaine façon, vous n'en êtes plus le maître. Ce n'est plus vous qui avez l'ordinateur qui le fait fonctionner, c'est le réseau qui le fait fonctionner. Et ça empêche un certain nombre de trucages. Ça empêche, par exemple, une plateforme de jeu de s'arranger pour que telle chose ou telle personne gagne ou qu'elle-même gagne contre les autres, puisque le programme va être public, donc on va pouvoir vérifier qu'il fait bien ce qui est prévu. Donc si c'est par exemple un programme de jeu, on va pouvoir vérifier qu'il ne favorise pas la plateforme de jeu aux dépens des joueurs. Et donc ça permet de faire des programmes qui vont en quelque sorte être sûrs d'exécution et qu'on ne va pas pouvoir interrompre non plus, puisqu'une fois qu'ils vont être lancés, qu'ils vont être exécutés par en quelque sorte une sorte d'ordinateur mondial que va constituer tout le réseau pair à pair, ce fonctionnement va être impossible à arrêter. Ça permet en fait de faire quelque chose, et c'est ce qu'on appelle les ICO, ça permet d'émettre des jetons qui vont être comme des jetons émis sur une blockchain, mais si vous avez bien compris ce que j'ai dit, à chaque fois que vous voulez mettre une nouvelle monnaie, donc il y a le Bitcoin qui est émis, il y a les Ethers de Ethereum, etc., il y a les Ripple du réseau Ripple, vous êtes obligé de créer votre propre réseau pair à pair. Et ça, c'est assez lourd quand même. Il faut que vous arriviez à convaincre des gens de détenir la blockchain et de la faire fonctionner, de surveiller les transactions, etc., et de rajouter de nouvelles pages. Ça, c'est un petit peu compliqué. Grâce à des smart contracts, vous allez pouvoir déposer un smart contract qui va gérer un cahier de compte. Et quand ce cahier de compte va être géré par le smart contract, quand vous l'avez déposé, vous n'en avez plus le contrôle. C'est le réseau pair à pair qui gère ce cahier de compte. Et donc, c'est comme si vous aviez créé une autre blockchain avec un autre réseau de nœuds et qui assure que vous n'avez pas le contrôle sur les nouvelles émissions et sur la gestion des comptes, puisque c'est le fonctionnement de ce programme qui gère ces nouvelles émissions et ce cahier de compte. Et donc, cette histoire de smart contract, on comprend l'intérêt que ça a. Ça permet de créer ce qu'on appelle des applications décentralisées qui vont fonctionner selon un mode de fonctionnement, selon un algorithme qui va être bien précis, que tout le monde pourra contrôler, et qui feront un certain nombre de choses sur lesquelles on ne pourra pas tricher. Donc c'est quelque chose qui, potentiellement, va être très utile, en particulier pour créer ce qu'on appelle une finance décentralisée, pour créer un certain nombre de types de programmes qui ne pouvaient pas exister avant. Donc, je ne peux pas donner plus de détails, je veux juste passer... alors je reviens en arrière, et ça ne marche pas très bien, sur les stablecoins. Donc les stablecoins, on en a vu passer un tout à l'heure, c'est le Tether. C'est pour lutter contre la volatilité des cours. Donc j'ai dit, il y a un organisme, une société, qui va se porter garante qu'elle rachètera tous les Tethers qui auront été émis pour $1 et qui en vendra pour $1 à chaque fois que quelqu'un lui demandera. Donc il faut effectivement faire confiance à cette société, et la meilleure façon possible pour qu'on puisse avoir confiance en cette société, c'est qu'à chaque fois qu'on lui achète un jeton à $1, elle mette le dollar en réserve, que cette réserve soit effectivement validée, soit effectivement expertisée par des autorités indépendantes. Et le fait que cette contrepartie soit effectivement gardée par l'entreprise qui se promet d'échanger chaque jeton contre $1, fait que vous pourrez avoir confiance dans le fait que votre jeton vaut $1. Le fait que cet échange soit faisable à chaque instant
empêchera les cours de ce jeton de varier. Et c'est ce qui se passe pour le Tether, hein, où sur le tableau vous avez vu passer tout à l'heure, vous voyez qu'il y a 4 milliards de dollars aujourd'hui qui existent sous forme de Tether et qui circulent d'un compte à un autre, avec une société qui garantit qu'elle va reprendre chaque Tether émis pour $1 et qui est prête à en émettre si vous lui en demandez. Donc je ne veux pas insister plus sur ce point-là, mais voilà, c'est une sorte de grande nouveauté qui évite la spéculation qu'il y a sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Alors, vous avez peut-être entendu parler de la Libra. Là, il est 20h05, je fais attention. La Libra, c'est un projet qui a été proposé par Facebook, mais Facebook l'a conçu. Alors, ça va être une stablecoin, donc ça va être une monnaie qui va être garantie par un panier de monnaie qui va comprendre à la fois des euros, des dollars, des livres anglaises et des yens, mais qui va être géré par une blockchain de consortium. Donc il va y avoir 100 nœuds validateurs qui vont être 100 entreprises différentes, dont Facebook en sera une, si le Libra existe un jour, et qui vont en quelque sorte qui vont avoir la responsabilité de faire fonctionner ce réseau. Alors ça a beaucoup déplu, cette idée que Facebook puisse être à l'origine d'une nouvelle monnaie, parce qu'on n'a pas confiance en Facebook. Et donc effectivement, il y a eu une sorte de levée de bouclier, en particulier des autorités américaines, mais aussi en Europe, et il n'est pas sûr du tout que le Libra existe jamais un jour, bien que, tel qu'il a été conçu par Facebook, en fait Facebook n'aurait été qu'un des 100 gestionnaires de la crypto-monnaie Libra. Voilà, donc aujourd'hui, on n'est même pas sûr que le Libra va exister. Il devait être lancé en 2020, mais ça n'est pas tout à fait sûr. Et puis, finalement, cette histoire de smart contract que j'ai évoquée, cette histoire que les crypto-monnaies peuvent circuler de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facilement d'un point à l'autre du globe, tout ça, ça a fini par concerner les banques centrales qui se sont dit, ben oui, pourquoi pas un crypto-euro, pourquoi pas un crypto-dollar, si on émettait des unités sur un système de type blockchain, ça pourrait circuler plus rapidement. On pourrait faire des smart contracts avec des crypto-dollars, avec des crypto-euros. Ça pourrait être intéressant. Donc aujourd'hui, il y a une discussion qui concerne pratiquement toutes les banques centrales sur le problème de savoir si elles vont émettre effectivement des crypto-euros, des crypto-monnaies spécifiques de banque centrale. Il faut bien comprendre que dans le cas d'une crypto-monnaie de banque centrale, il n'y a pas besoin qu'il y ait une contrepartie. Parce que quand la Banque européenne met en circulation de nouveaux euros, il n'y a pas de contrepartie directement dans les coffres de la Banque européenne, pareil pour le dollar. Et donc, quand la Fed ou la Banque européenne émettrait de ces crypto-monnaies, elle n'a pas besoin d'avoir une contrepartie. Simplement, la confiance qu'on a habituellement dans les émissions de la Fed ou de la Banque européenne fait qu'elle peut émettre des crypto-monnaies sans qu'il y ait besoin de ce système de contrepartie qu'une crypto-monnaie privée, comme le Libra ou comme le Tether, a besoin. Donc, il y a une grosse différence entre les stablecoins de type privé qui ont besoin d'une contrepartie et les crypto-monnaies qui seraient des crypto-monnaies de banque centrale qui n'en ont pas besoin puisque, d'une certaine façon, il y a une certaine confiance dans ce que font ces banques centrales. Il y a un grave problème qui se pose concernant les banques centrales, c'est est-ce qu'elles peuvent accepter que ces crypto-monnaies soient anonymes? Alors, moi, je pense que c'est le problème central, peut-être aujourd'hui, que se posent les banques centrales. À mon avis, il n'est pas question que oui pour les grosses sommes. Il n'est pas question qu'on puisse tolérer que de France en Australie ou au Japon ou je ne sais où, on puisse faire circuler des grosses sommes de manière anonyme, en euros ou en dollars. Donc, pour les grosses sommes, il n'est pas question d'accepter que la circulation, comme c'est le cas pour le Bitcoin, se fasse de manière anonyme. Par contre, si on veut avoir quelque chose qui soit l'équivalent des espèces, il faut qu'il y ait la possibilité de faire circuler ces crypto-monnaies de banque centrale de manière anonyme. Quand vous payez votre boulanger, vous ne montrez pas votre carte d'identité, vous pouvez payer votre boulanger en espèces. Les transactions, pour les petites sommes, sont autorisées
Et c'est souhaitable si on ne veut pas être pisté par tout système électronique possible et imaginable, quand on fait des paiements pour petites sommes. Donc les banques centrales, si elles veulent et si elles acceptent un jour de mettre en circulation des crypto-monnaies, doivent résoudre ce problème. Pour les grosses sommes, il n'est pas question que ce soit anonyme. Par contre, c'est souhaitable qu'elle le soit pour les petites sommes si on veut protéger la vie privée et ne pas faire que chaque dépense que chacun fait soit effectivement enregistrée par une autorité qui pourrait en faire après une utilisation qu'on n'a pas envie qu'elle fasse. Voilà, alors je ne parle pas des autres blockchains, je suis désolé, il y a toutes sortes d'autres applications qu'on peut avoir au blockchain. La conclusion, c'est que effectivement, je pense, donc je n'aurais pas dû mettre de point d'interrogation, je pense que c'est une révolution. C'est une révolution qui est assez lente, hein, puisqu'elle a commencé il y a 11 ans. Dans le domaine monétaire, je suis sûr qu'il finira par y avoir des crypto-monnaies d'État, donc de banque centrale. Les crypto-monnaies, les stablecoins privés, elles existent aujourd'hui. Les non-stablecoins, comme le Bitcoin, existent aujourd'hui. Je pense qu'elles vont être régulées plus sévèrement qu'elles le sont. Donc on va limiter leur capacité. Et plus généralement, puisque les blockchains, ça permet de faire circuler des objets qui ont de la valeur, ça concerne tout ce qui est la finance décentralisée. Et donc il y a toutes sortes de nouveaux types d'objets qu'on va faire circuler sur Internet qui auront de la valeur. Et en particulier, ça peut concerner des titres, ça peut concerner toutes sortes de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui est en train de naître et qui, sans aucun doute, va bouleverser complètement tout le monde de la finance. Les blockchains créent un Internet de la valeur. Et plus généralement encore, mais je n'ai pas évoqué trop cet aspect-là, elles permettent un partage d'informations infalsifiable et sécurisé. Et ça, c'est quelque chose qui aussi, d'une certaine façon, est nouveau. Et je m'arrête là. J'ai dépassé 10 minutes.